Bonjour à tous, je vais vous présenter ici une conférence sous forme de diaporama qui s'appelle l'insurrection intelligente. Elle est le fruit d'un travail de réflexion que j'ai mené sur plusieurs années à travers l'édition de mon blog qui s'appelle État de nécessité et qui vise à redonner à la population des outils permettant de nous insurger contre nos dirigeants actuels sans avoir besoin de sortir les fourches et les pics. Nous allons tout de suite visionner un petit peu le sommaire. Nous allons donc démarrer par une introduction au droit de résistance à l'oppression, puis nous attaquerons par un premier outil qui est la justice, puis ensuite la monnaie, le courrier aux institutions, la stratégie de l'envahissement, la presse alternative, puis nous terminerons cette conférence par un bref regard sur la psychologie des élites et une invitation à sortir de l'apathie générale. Alors pour bien démarrer cette conférence, il me semble utile de faire un bref rappel de ce que c'est que le droit de résistance à l'oppression. Socrate en parlait déjà dans la Grèce antique, mais en vérité ça a commencé à être codifié réellement à partir de la Révolution française. La première mention qui apparaissait dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, mais à cette époque c'est encore une révolution de bourgeois, et d'ailleurs on le sent particulièrement puisque dans l'alinéa 2 de cette déclaration des droits de l'homme, il est précisé que ce sont les partis politiques qui ont la gestion de ce droit de résistance à l'oppression. Évidemment, c'est une vaste fumisterie quand on comprend un petit peu que les partis politiques, que ce soit ceux d'hier ou ceux d'aujourd'hui, sont en général pas du tout les alliés du peuple, puisqu'ils ne représentent que leurs intérêts et pas un objectif de défense de la nation entière. Il faudra attendre la constitution de 1793, aussi appelée la constitution de Robespierre, pour voir apparaître des articles dans ce qui est un préambule qui ressemble fort à une déclaration des droits de l'homme largement améliorée, qui soit beaucoup plus au service de la population. Et il y a ce célébrissime article 35 qui clôture cette espèce de déclaration des droits de l'homme, qui fait préambule de cette constitution, qui dispose que quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que l'on parle bien d'un devoir. C'est un devoir moral que de résister à l'oppression, c'est pas seulement un droit. Pourquoi ? Tout simplement d'abord parce que vis-à-vis de notre propre génération, on ne peut pas se laisser abattre par un gouvernement qui nous trahit ou une armée ennemie qui viendrait nous attaquer. Il faut résister à l'oppression, c'est un devoir moral vis-à-vis de nous-mêmes, mais c'est aussi un devoir moral vis-à-vis des générations futures, dans le sens où lorsque vous laissez une oppression s'installer petit à petit, elle n'a vocation qu'à s'amplifier et aller vers toujours plus de totalitarisme. Donc c'est un devoir moral que de résister à l'oppression, et nous allons voir un petit peu plus loin de quels outils on dispose. Alors, quand on parle d'un peuple opprimé, encore faut-il définir pourquoi ce peuple a le droit et le devoir de résister. Il ne peut y avoir de droit de résistance à l'oppression que lorsque le peuple est souverain sur son territoire, c'est-à-dire qu'il a toute autorité collective pour décider de sa destinée. Et il est évident que si ce peuple souverain est opprimé par une partie du peuple qui viendrait le placer sous son joug, le peuple a donc le devoir, en vertu du fait qu'il est souverain, de résister. Donc voici ce que dit l'article 3 de la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie de référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Donc, premier commentaire sur cet article de la Constitution, le peuple est souverain, encore une fois, et aucun de nos représentants ne peut s'attribuer l'exercice de cette souveraineté. Ils ne sont que des mandataires. Malheureusement, cette constitution précise que la souveraineté nationale est exercée par la voix des représentants, ce qui est déjà une hérésie du point de vue de la démocratie. Je ne vais pas en débattre ici parce que j'ai présenté une autre conférence sur le sujet de la démocratie qui, à mon avis, précise un petit peu les choses de ce point de vue-là. Et
En revanche, c'est par la voie de référendum aussi que la souveraineté nationale peut être exprimée. Donc voilà. Il est aussi intéressant de revenir tout de suite sur ce que c'est que la nation, parce que j'entends tellement de bêtises de la part des européistes ou des identitaires régionalistes qui crachent constamment sur le principe de nation, que je souhaite en repréciser sa définition du point de vue constitutionnel, du point de vue juridique, et absolument pas du point de vue mythologique qui chagrine tant d'esprits. La nation, dans le dictionnaire, c'est une communauté politique qui exerce sa souveraineté au sein d'un territoire bien circonscrit. Donc ça n'est rien d'autre. La communauté politique, pour stipuler que c'est tout simplement le peuple. Mais la nation, c'est l'entité juridique qui incarne le peuple. C'est le peuple relié à ses frontières. Donc quand on dit la souveraineté nationale, on parle tout simplement que le peuple, au sein de ses frontières, est souverain sur son territoire. Point barre. L'article 4 de la Constitution précise que les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage, ils se forment et exercent leur activité librement, ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Nous allons voir tout à l'heure, à travers un exemple très concret, que nos partis politiques ne respectent absolument pas la souveraineté nationale ni la démocratie. Je pense notamment au traité de Lisbonne. Tout le monde se rappellera la forfaiture de ce traité. Nous avions dit non à un référendum en 2005. Résultat des courses, 2 ans plus tard, nos politiciens de droite comme de gauche au Parlement vont voter le traité de Lisbonne. Et ce n'est pas le seul traité inique et illégitime qu'ils vont voter. Donc il y a un problème d'entrée sur le respect que devraient avoir les partis politiques par rapport à notre souveraineté nationale. Ils ne la respectent pas, et s'ils ne la respectent pas, c'est qu'ils nous trahissent. S'ils nous trahissent, c'est qu'ils nous oppriment. L'article 5 est très intéressant et je vous demande de le mémoriser parce que nous allons y revenir tout à l'heure. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que de la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Alors, si je vous demande de mémoriser cet article, c'est que l'intégrité territoriale, on va en parler tout à l'heure dans le cadre de l'affaire Snowden, où clairement le président de la République n'a pas respecté l'article 5 de la Constitution, puisqu'il nous a trahis aussi dans le cadre de cette affaire, en malmenant l'intégrité territoriale de la France. Au-delà de la Constitution, nous avons quelque chose qui est beaucoup moins soumis à interprétation, qui est l'état de nécessité. C'est un article du Code pénal, l'article 122.7, qui dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même autrui ou un bien, entre parenthèses, un bien peut tout à fait être la République, qui est un bien collectif, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. À ce titre, l'état de nécessité est le droit de résistance à l'oppression caractérisé en droit pénal. Alors je vais vous citer un exemple d'une affaire judiciaire où l'état de nécessité a été retenu comme légitime par un juge. Le 9 décembre 2005, le tribunal correctionnel d'Orléans a relaxé 49 faucheurs d'OGM pour répondre de l'état de nécessité qui résulte du danger de diffusion incontrôlée de gènes provenant des organismes génétiquement modifiés, dont la dissémination avait été autorisée par la loi française, contrairement au droit constitutionnel à un environnement sain. Là aussi, je vais vous demander de mémoriser cet article de loi du Code pénal en tenant compte qu'un magistrat a le pouvoir de s'opposer à une loi votée par nos parlementaires s'il considère que cette loi viole des grands principes constitutionnels ou nous opprime. L'état de nécessité, encore une fois, c'est le droit de résistance à l'oppression qui est caractérisé en droit pénal. Alors, dans la Constitution, il y a quelque chose d'autre qu'on pourrait regarder, qui est la notion de haute trahison, puisque pour résister à l'oppression, il faut donc une entité qui nous opprime, et quand il ne s'agit pas d'une agression d'une puissance étrangère, bien souvent, c'est tout bêtement le pouvoir exécutif de notre propre pays qui opprime le peuple. Et quand il opprime le peuple, c'est qu'il ne répond plus
de sa fonction qui est de garantir et protéger nos intérêts fondamentaux, il nous trahit. Et l'article 68 de la Constitution, avant le 23 février 2007, disposait que le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Donc la haute trahison, c'était un terme qui était reconnu, codifié dans la Constitution. Voilà, on savait que c'était tout à fait le genre de choses qui pouvait arriver. Et il y a eu une révision constitutionnelle voulue par M. Sarkozy, mais qui a été approuvée encore une fois par nos parlementaires de gauche comme de droite réunis en congrès pour l'occasion, ce qui est déjà à la base un aléa moral plus que contestable, parce que faire une révision de la Constitution devrait être soumis à référendum obligatoirement. Bon, malheureusement, notre Constitution prévoit que cela peut se faire en dehors du cadre du référendum. Et donc cette révision constitutionnelle du 23 février 2007 a transformé l'article 68 ainsi. Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais déjà j'aimerais bien savoir c'est quoi un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Moi personnellement, quelqu'un qui a un manquement à ses devoirs, je lui mets une petite tape dans la main, je lui dis c'est pas bien ce que tu as fait et j'en reste là. J'ai pas spécialement envie de le virer de son job. Là, écoutez, on a changé les choses de telle façon à lisser un petit peu, rendre ça moins grave, quand bien même on peut être destitué. Bon, la notion de haute trahison, il fallait la faire disparaître du langage populaire, de telle façon à ce que l'idée même que nos dirigeants puissent nous trahir soit absente de notre conscience collective. Cependant, il faut voir que nos députés ne sont pas très futés puisqu'ils ont oublié un petit détail, c'est que dans le code pénal, la trahison existe toujours. Le code pénal est classifié en 7 livres, puis en chapitres, en titres et en sections. Et le livre 4 du Code pénal est ainsi intitulé « Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique ». Le titre premier du livre 4 est intitulé « Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ». Et j'encourage d'ailleurs tout le monde à aller sur Légifrance, à aller consulter le titre premier de ce livre 4 du Code pénal parce qu'il est très intéressant, très instructif en termes de lois qui nous protègent vis-à-vis de nos dirigeants. Le chapitre premier de cette partie du Code pénal est ainsi intitulé « De la trahison et de l'espionnage ». La trahison n'est donc pas une notion subjective ou trop éthérée pour avoir valeur constitutionnelle, elle est parfaitement définie dans le droit français et nombreux sont les articles de loi qui permettent de la caractériser. Retenez que la trahison est associée à l'espionnage et on va voir tout à l'heure que c'est pas sans raison. Alors, premier outil que l'on peut saisir pour nous défendre vis-à-vis d'une oppression qui est gouvernementale, très clairement, c'est la justice. L'article 40 du Code de procédure pénale dispose que le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 41. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de le transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Alors, première explication de texte, n'importe qui en France peut saisir le procureur de la République pour dénoncer un crime. Mais logiquement, ça devrait être nos officiers publics, fonctionnaires ou autorités constituées, tel que c'est précisé, qui devraient avoir déjà ce réflexe. Le droit français est ainsi rédigé de telle façon à soumettre nos agents publics à un devoir moral de veille sanitaire sur la République, d'être les premiers garants de son bon fonctionnement. Malheureusement, il est évident que quand on a une carrière à protéger, des enfants à nourrir, on ne va pas faire de zèle. Donc voilà pourquoi on n'a pas grand-chose à attendre de nos fonctionnaires là-dessus. Pour autant, ça n'empêche absolument pas les citoyens de même dénoncer les crimes. On va en donner un exemple dans la diapo suivante. Et petit détail d'importance, lorsqu'on dénonce un crime par courrier, on le fait sous lettre recommandée avec accusé de réception, c'est une question de procédure.
et on va autant que possible donner les faits, avec si possible quelques éléments de preuve, et on va autant que possible donner l'argumentaire juridique si on veut fouiller un peu dans Légifrance. Sinon c'est pas bien grave, ça reste le boulot du procureur de la République de placer du droit là-dedans. Le petit problème auquel nous avons à faire face, c'est que le procureur de la République n'est pas totalement indépendant, puisqu'il est nommé par le ministère de la Justice, par le garde des Sceaux, et de fait, il est quelque part relié au pouvoir exécutif. Cependant, si nous considérons que nous spammons un procureur de la République de courrier, et quand je dis spammer, ça signifie que nous sommes des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes à lui envoyer un même courrier de dénonciation, ça va être très difficile pour lui de ne pas ouvrir une enquête à minima, parce qu'il va se sentir quand même un peu envahi. Et il faut bien comprendre que la notion de stress, elle est valable pour tout le monde, que l'on soit procureur de la République, président de la République ou simple ouvrier dans le bâtiment. Quand on vous stresse, en général, vous avez tendance à réagir parce que le stress est un facteur d'action. Donc moi, j'appelle tout le monde à envoyer un courrier au procureur de la République pour dénoncer le crime dont je vais vous parler juste après. Je vais finir quand même par un dernier petit détail. Toute dénonciation d'un crime commis par le président de la République, un ministre ou un député dans le cadre de leur fonction se fait à l'attention du procureur de la République de Paris. Alors l'exemple de crime dont je voulais vous parler, c'est l'affaire Snowden. Je vais vous faire un bref rappel de ce qui s'est passé. Edward Snowden, dissident américain, va révéler au monde entier que la NSA a espionné copieusement de nombreux pays, dont la France. Pour le cas de la France, nous avons deux choses qui ont été clairement espionnées. D'abord, des conversations diplomatiques au sein de l'ONU, et chose encore plus grave, là l'intégrité territoriale est clairement violée. Ce sont 70 millions de données de communication téléphonique qui ont été espionnées, et des communications téléphoniques de Français. Pour ce faire, les gens qui ont un petit peu étudié les révélations d'Edward Snowden ont vite compris que, en vérité, c'est la France qui a communiqué des données à la NSA. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a remarqué que c'est un câble sous-marin qui traverse la Méditerranée entre la France et l'Afrique qui a été sous le joug de cet espionnage. Et c'est France Télécom, Orange aujourd'hui, qui gère ce câble sous-marin. Et évidemment, c'est certainement pas les dirigeants de France Télécom qui ont gentiment donné un accès à ces données-là, justement, aux États-Unis d'Amérique. Il a fallu que l'autorisation vienne de plus haut. Donc nos autorités ont clairement permis aux États-Unis d'Amérique de disposer de données qui sont de l'ordre de l'intégrité territoriale. L'article 5 de la Constitution a donc été violé par le président de la République qui ne pouvait être qu'au courant. Et cela relève dans le droit pénal de l'intelligence avec une puissance étrangère, et notamment des articles 411.5 et 411.6 du Code pénal. Je vais vous lire l'article 411.6 et ça va tout de suite vous parler. Le fait de livrer ou de rendre accessible à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de 15 ans de détention criminelle et de 225 000 € d'amende. 15 ans de prison. Ça vaut 15 ans de prison, ce que nos dirigeants ont fait. Et je vais enfoncer le clou. Souvenez-vous, nous avons l'histoire de l'avion d'Evo Morales qui rentre de Russie jusqu'en Bolivie. Et les autorités américaines soupçonnent qu'Edward Snowden est dans cet avion. Ils vont passer un petit coup de fil dans les pays européens qui sont concernés par la traversée de leur espace aérien par cet avion. Et la France, ainsi que d'autres pays, vont fermer leur espace aérien à un président de la République en voyage. C'est une affaire excessivement grave. Pourquoi ? Parce qu'on soupçonne qu'Edward Snowden est dans l'avion. Donc non seulement les États-Unis d'Amérique nous espionnent sans vergogne, ce qui aurait dû logiquement amener à une réaction
du président de la République qui aurait dû être très ferme. Pour moi, déjà à la base, une puissance qui se veut être notre allié militaire qui nous espionne n'est pas un allié. On sort de l'OTAN. Ça aurait été déjà la première chose qu'on aurait dû faire. La deuxième chose, c'était de faire cesser toutes les négociations commerciales qui sont actuellement menées dans notre dos dans le cadre du projet TAFTA et évidemment d'appeler l'ambassadeur des États-Unis et puis de lui faire un bon rappel aux lois françaises et à la nécessité de conserver des rapports qui soient sains entre nos deux nations. Et il n'en a rien été. Nous sommes toujours les meilleurs amis des États-Unis d'Amérique qui, je le rappelle, sont un pays qui agresse tous les pays du monde, au Moyen-Orient, dans les pays arabes de façon générale. Il faut bien voir que ce sont les États-Unis qui mènent des guerres. Ce ne sont pas ces pays qui viennent agresser les autres. Ce sont les États-Unis les agresseurs. Donc nous, on est alliés avec une puissance étrangère qui est excessivement agressive avec le reste du monde et qui en plus nous espionne copieusement et qui reçoit l'aide très claire et très activiste de nos dirigeants pour accéder à des données qui sont extrêmement sensibles, qui relèvent de l'intégrité territoriale. Et même lorsqu'il s'agit de pouvoir au moins laisser Edward Snowden tranquille, continuer de faire des révélations qui sont quand même d'un intérêt crucial pour les Français. Non, là-dessus, on va aussi obéir aux États-Unis et fermer notre espace aérien d'avion qui est soupçonné de transporter Edward Snowden en Bolivie. Donc là, nous sommes clairement dans le cas typique d'un crime de haute trahison. Et pour cela, notre président de la République ainsi que les ministres concernés devraient être destitués immédiatement. Ça n'est pas le cas. Et moi, j'avais écrit un courrier au procureur de la République et qui, malheureusement, comme j'étais seul, a reçu un avis de classement. Néanmoins, le courrier existe toujours. Il avait été lu par un avocat qui m'avait dit que l'argumentaire juridique était valable. Je laisserai le lien en fin de conférence. J'invite tout le monde à écrire au procureur de la République de Paris de telle façon à renforcer cette idée de le stresser avec cette affaire-là. C'est quand même excessivement grave. Alors, nous allons passer à un autre outil. On va prendre un peu de temps avec celui-ci. C'est la monnaie. La monnaie, c'est un véritable outil de révolte. Pour ceux qui regardent le diaporama, vous constatez que j'ai mis une photo du billet de 100 francs de Lacroix. C'est une évocation du tableau d'Eugène Delacroix, le très célèbre tableau La liberté guidant le peuple, avec la Marianne tenant le drapeau tricolore et un fusil. Donc une évocation de la Révolution française, de notre droit à l'insurrection justement, avec évidemment les mots francs, puisque c'était à l'époque du franc, et la Banque de France. Ce billet, il est cher à beaucoup de gens qui ont connu le franc parce que il fait partie de notre mythologie nationale et il synthétise tout le pouvoir politique de la monnaie. Il faut bien voir que derrière la monnaie, il y a certes les aspects économiques de son utilisation, mais il y a aussi l'aspect politique. On va l'illustrer avec un autre exemple qui est l'histoire de la monnaie ivoirienne de résistance, le MIR. Vous vous rappelez sans doute que M. Gbagbo, après une élection présidentielle qui, de l'avis d'un grand nombre d'observateurs, était quand même remportée par M. Gbagbo à la base, s'est vu destitué par l'armée française aux ordres de M. Sarkozy. Et évidemment, on nous a parlé dans les médias comme d'habitude que c'était pour des questions démocratiques, etc. En vérité, non. Il s'agissait d'installer M. Ouattara, qui est une fripouille du FMI, qui allait accepter d'éviter de continuer le projet de M. Gbagbo, qui était de reprendre l'indépendance, enfin d'accéder à l'indépendance monétaire. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui n'est quasiment jamais évoqué dans nos médias, pour ne pas dire jamais, réellement jamais. C'est que la France est elle-même un empire monétaire. De nombreux pays en Afrique sont sous la zone franc. Et le fait que ces pays soient sous la zone franc signifie que quand ces pays ont besoin d'emprunter de l'argent
pour pouvoir, par exemple, faire des projets infrastructurels, financer des projets infrastructurels, ils doivent demander les sous à la Banque de France. Donc, il y a forcément des intérêts à payer là-dedans. C'est exactement la même chose que l'euro à peu de choses près. Hein. Le franc CFA, c'est un euro africain. Et M. Gbagbo avait décidé pour la Côte d'Ivoire de se séparer du franc CFA pour disposer d'une banque centrale ivoirienne. Et il avait créé dans le MIR, la monnaie ivoirienne de résistance, à cette occasion, qui avait en plus comme vertu politique d'unifier les Ivoiriens sous le symbole d'une monnaie. Donc il y a dans les symboles qui fédèrent un peuple, une nation, on a évidemment l'histoire qui est chargée en mythologie. Nous avons le drapeau, nous avons la constitution, nous avons les grands principes qui fédèrent la nation, et nous avons aussi la monnaie. La monnaie est un outil politique. Venons-en à l'euro. Pour bien comprendre, encore un autre cas, il faut vraiment comprendre l'outil politique et la monnaie. L'euro, c'est un outil politique au-delà d'une monnaie. Alors techniquement, l'euro, c'est d'abord un panier de devises. Ça n'est pas une monnaie unique comme on nous le dit souvent. Je vais vous passer les détails techniques à ce sujet. Ce qui est plus intéressant, c'est de savoir que quand on a fait l'euro, on aurait tout à fait pu garder les monnaies fiduciaires des pays concernés avec les anciens noms, les noms de nos devises nationales, les conserver. C'est-à-dire que rien n'empêchait d'abord que tous les échanges scripturaux se fassent en euros directement, donc entre les pays, donc ça ne posait absolument aucun souci, et que les échanges beaucoup plus rares de monnaie fiduciaire, c'est-à-dire par exemple, imaginons qu'un Français aille en Allemagne et veuille régler ses achats en francs, c'était possible, puisque c'était une monnaie partagée qui était assujettie à l'euro, qui était adossée à l'euro. Les Allemands auraient pu accepter nos francs de la même façon que nous aurions à accepter leur marque. Les banques centrales se seraient tout bêtement arrangées entre elles pour pouvoir se repasser ce genre de coupure. Mais voilà, il n'y avait strictement rien qui l'empêchait. Mais on voulait rendre les populations concernées de la zone euro européistes, puisque le projet, c'est de nous déshabiller de notre identité nationale pour créer une identité factice qui est le sentiment de citoyenneté européenne. Ce qui est une folie parce que nous avons 24 langues différentes dans l'Union européenne. Être européen, c'est à la rigueur un point de vue ethnique, du point de vue les blancs sont souvent dits indo-européens, donc d'ailleurs voyez le côté un peu racialiste du projet. C'est pas avec les Africains qu'on va s'allier, c'est pas avec les Asiatiques, non, c'est directement entre Européens, entre Blancs, très clairement. Donc, ça n'existe pas, le peuple européen. Mais pour pouvoir le faire exister fictivement, on va politiquement faire des choses comme nous poser des drapeaux partout, y compris sur le fronton de nos écoles, ce qui est quelque chose d'absolument gravissime pour moi, parce que politiser l'école, c'est quand même quelque chose de profondément immoral. Mais on ne se contente pas des drapeaux européens, on a voulu faire en sorte que les peuples puissent palper de la monnaie européenne appelée euro de telle façon à ce qu'on ne puisse pas faire autrement que de reconnaître notre appartenance à l'Union européenne. Voilà à quoi sert l'euro, c'est un outil politique. Alors, on va avancer, puisque la monnaie fiduciaire, c'est d'abord un outil politique, et que notre projet, c'est, en tout cas dans le cadre de cette conférence, c'est quand même de développer des outils pour restaurer notre souveraineté pleine et entière et résister à l'oppression, eh bien on va acter ça. La monnaie, c'est un outil politique, eh bien marquons franc sur nos billets. C'est la meilleure façon de signifier que nous sommes encore le peuple souverain en France
et que puisqu'on nous a volé notre monnaie, qu'on nous a volé notre référendum, eh bien nous allons récupérer tout cela en rédigeant franc sur les billets de banque. Nous allons voir que juridiquement ça se tient, je vais vous le faire voir. Ce qui est intéressant, c'est le côté viral. Quand vous notez franc sur un billet, vous n'êtes pas en train de dénoncer quelque chose, vous n'êtes pas en train d'imposer un point de vue politique qui soit de gauche ou de droite, ou en train d'accuser les banquiers d'être les voyous qui nous oppriment. Non, vous dites simplement, nous sommes souverains, nous souverainement, nous resterons notre monnaie nationale qui est le franc. Donc, c'est un acte politique que de le faire, qui est très simple. Et comme la monnaie passe de main en main, comme je vous le disais, c'est très viral et ça ne pourra que se voir assez rapidement. Nous allons maintenant nous intéresser à la question juridique d'une telle révolte, parce que cette question m'a été souvent posée. On va commencer d'abord par une jurisprudence qui date du 4 juin 1975. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu de nombreuses affaires de billets brûlés, hein, Gainsbourg étant la plus célèbre, mais ça n'a pas été le seul. Et il ne s'est rien passé. Et pourquoi il ne s'est rien passé? Moi, je pense que c'est lié à cette jurisprudence du 4 juin 1975 qui dispose que les billets de banque, simples signes monétaires qui ne contiennent ni n'opèrent actuellement obligations, dispositions ou des charges, ne rentrent pas dans la catégorie des pièces dont l'incendie ou la destruction volontaire sont réprimées par l'article 439 du Code pénal. Pour information, l'article 439 du Code pénal, c'est en gros l'interdiction de détruire ou altérer des biens publics, des documents officiels, des choses comme ça. Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou que, à les supposer démontrés, il ne saurait constituer aucune infraction punissable. La Chambre des mises en accusation a justifié sa décision, d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli. Donc, pour la petite histoire, cette jurisprudence, c'est lié à une affaire de billets de banque brûlés. Je ne vais pas la relater ici, c'est pas ce qui nous intéresse. Tout ce jargon juridique, en fait, pour simplement signifier que la monnaie fiduciaire est détenue sous le régime de la propriété par son détenteur. Elle ne relève pas d'un bien public à proprement parler. Et la Banque Centrale Européenne, enfin la Banque de France, enfonce le clou. Si vous allez sur le site internet de la Banque de France, vous avez une annexe que vous pourrez trouver. Alors, je vais pas, si vous voulez, je vous laisserai là aussi un lien pour trouver l'annexe, parce que vous la citez là comme ça, enfin vous donnez les moyens de la rechercher, ça va être un peu compliqué. Dans l'article 3 de cette annexe qui fait suite à la décision de la BCE 2003-4 du 20 mars 2003, il y a d'abord un petit rappel à la loi dans le troisième alinéa qui dispose que lorsque les BCN, les banques centrales nationales, savent ou ont des raisons suffisantes de penser qu'une infraction a été commise ou que les billets ont été mutilés ou endommagés intentionnellement, elles refusent de les échanger et les retiennent afin d'éviter la remise en circulation de ces billets en euros ou d'empêcher le demandeur de les présenter à l'échange auprès d'une autre banque centrale nationale. Bon, ça c'est le rappel simple à la loi. Toutefois, les banques centrales nationales échangent les billets en euros mutilés ou endommagés si elles savent ou ont des raisons suffisantes de penser que le demandeur est de bonne foi ou si celui-ci peut prouver sa bonne foi. Très rapidement dit, vous êtes un commerçant qui avait un billet déchiré ou un tiers, vous allez à la Banque centrale à la Banque de France, vous présentez votre billet. Il est évident que la Banque de France ne va pas soupçonner vous, commerçant, d'avoir volontairement déchiré votre billet de banque. Vous avez autre chose à faire, vous n'avez pas en plus vous taper 1 heure de transport pour aller jusqu'à la Banque de France et changer votre billet, voilà, pour le plaisir de le faire. Donc elle va tout bêtement vous échanger votre billet. Et dernier détail, et c'est celui-ci qui va nous intéresser, les billets en euros qui sont mutilés ou endommagés dans une faible mesure, par exemple lorsqu'ils comportent des annotations, des chiffres ou des phrases courtes, comme le mot franc, ne sont en principe pas considérés comme des billets en euros mutilés ou endommagés intentionnellement. Ce qui signifie ni plus ni moins que des billets
de banques où on a marqué francs dessus peuvent continuer de circuler. Il n'y a même pas besoin de les amener en destruction. Ils ont valeur légale. Ils peuvent continuer de circuler. Et c'est quand même quelque chose qui doit nous rassurer. Non seulement on voit que lorsque on détruit un billet en le brûlant, il ne se passe rien, parce que tout bêtement, nous avons une jurisprudence et puis qui empêche de condamner quelqu'un pour ça. Hein, même quand on a les preuves qui est clairement parce qu'il a été filmé, il n'y a pas de poursuite, il n'y a rien. Donc évidemment, ce n'est pas gribouiller le petit mot franc qui va vous gêner. Alors, la révolte monétaire, ça peut marcher, mais ça doit se piloter et s'organiser de façon très précise. Parce que quand on va faire des échanges avec des billets où on aura marqué franc, le commerçant, s'il a accepté nos francs, parce qu'il faut être sympathique, on n'est pas des sauvages, on pose la question, et vous verrez d'ailleurs que ça a un immense intérêt que de poser la question. Un commerçant qui accepte nos francs, le soir venu, va devoir ramener sa recette de la journée à sa banque. Pour des raisons de sécurité évidentes, il ne peut pas garder des tas de billets dans sa caisse. Il faut qu'il les ramène à la banque. Et la banque commerciale, elle, de son côté, procède en général à une rapide vérification des coupures. Et lorsqu'elle voit des billets qui sont endommagés ou annotés, souvent, ces billets finissent par partir à la destruction pour être remplacés. Et pour que la révolte monétaire fonctionne, il est impératif que nos billets en francs ne partent jamais en destruction et soient séquestrés dans l'économie réelle. Donc moi, c'est ce que j'appelle la séquestration monétaire. Et comment on fait ? Si on pose la question à des commerçants sur ce qu'ils pensent d'une telle révolte monétaire, enfin, du moins d'accepter les francs, il y a évidemment des commerçants qui vous diront non, pour tout un tas de raisons, hein, et on va respecter cette décision. Et il y en a qui vont dire qu'ils s'en fichent, ou alors qu'ils trouvent l'idée intelligente. Et dans ces cas-là, je vous encourage à noter l'adresse de ce commerçant et de garder quelques notes pour savoir ce qu'il vend. Pourquoi ? Parce que déjà, si un gentil éditeur de site internet pouvait nous fabriquer un site internet après avoir écouté cette conférence et nous permet donc de disposer d'un menu pour recenser partout en France les commerçants qui acceptent les francs, déjà tous les usagers du franc vont pouvoir savoir où aller acheter leurs cigarettes, leur pain au chocolat, ce qu'ils souhaitent avec des francs. Pour les commerçants, c'est aussi intéressant parce que l'idée pour eux, c'est de se dire non seulement j'ai mes clients habituels qui ont l'habitude de me régler en euros, mais en plus, moi j'accepte les francs, et comme il y a des gens qui participent à une révolte monétaire et qui cherchent des commerces qui acceptent les francs, moi je vais avoir une clientèle supplémentaire parce que le commerce d'à côté qui vend exactement la même chose que moi, lui, n'accepte pas les francs, donc j'ai une clientèle privilégiée. Les participants à une révolte monétaire ont intérêt à aller chercher les commerçants qui acceptent les francs. Donc ça, c'est le premier point de départ pour séquestrer la monnaie dans l'économie réelle, hein, les francs. Il faut d'abord avoir un réseau de partenaires. Ensuite, une fois que ce réseau est constitué, c'est là où il y a toute la subtilité du pilotage qui doit se faire, c'est que nous devons, si par exemple un commerçant sur 2000 € de recettes qu'il a fait dans la journée, a 200 € de francs, 200 francs clairement, qui sont dans sa caisse. Il peut à la rigueur avoir la gentillesse et la notion citoyenne de dire je vais les garder à la maison le temps d'une soirée jusqu'à ce que l'association qui pilote la révolte monétaire me fasse un chèque du même montant, donc de 200 €, et de telle façon à ce que moi je lui rende ces 200 francs en billets. Pourquoi ? Parce que si l'association
fait un chèque ou un virement, ou donne directement du cash en euros vierge, et qu'elle récupère les francs, l'association qui serait derrière pourrait tout simplement faire en sorte de réinjecter les francs dans l'économie réelle. Parce qu'elle va interroger les participants à l'opération et va dire voilà, on a des nouveaux francs qui sont tout beaux, tout chauds, que des commerçants nous ont rendus. Nous, on a donné la contrepartie en euros directement. Et qui est prêt à nous faire un chèque de telle valeur en euros avec la contrepartie en francs, de telle façon à ce que ces billets de banque qui sont devenus des francs soient réinjectés dans l'économie réelle. Donc voilà, quand on fait ça, c'est un circuit fermé. Nous avons une association qui fait office de banque centrale qui s'occupe de récupérer les francs et les redistribuer et qui donne les contreparties en euros aux commerçants et qui récupère les contreparties en euros des participants à l'opération. Voilà tout le principe de la séquestration monétaire. Il faut une association qui pilote. Alors moi, faire le montage de l'association, ça ne me dérange absolument pas. Simplement, je vous le dis, la question de centraliser tout ça sur un site internet, je n'ai absolument pas les compétences pour en fabriquer un. Et je lance un appel à toute bonne âme qui a les connaissances nécessaires pour monter un site internet à ces fins-là, de me contacter au plus vite pour qu'on puisse essayer d'organiser cette révolte monétaire. De façon plus générale, au-delà de se révolter à travers la symbolique qu'est le franc, privilégier le cash, c'est déjà une forme de résistance à l'oppression. Je pense que beaucoup de gens qui écouteront cette conférence savent ce qu'est un bank run, mais il y a des façons très subtiles de pouvoir le mener parce que de toute façon un bank run, on sera toujours que très peu à vouloir le faire. Par contre, déjà il faut savoir que les patrons de PME qui ont quelques employés peuvent y contribuer en versant tout ou partie d'un salaire en espèces tant que le seuil de 1 500 € n'est pas atteint. Donc c'est-à-dire que si vous avez un employé à qui vous devez 2 000 € de salaire, vous pouvez tout à fait lui verser 1 500 € en espèces, il est d'accord évidemment, et le reste de façon scripturale ou par chèque, ou si son salaire est inférieur à 1 500 €, vous pouvez directement tout lui donner en espèces. Ça, c'est déjà un cas pratique. De la même façon, si vous êtes un salarié, vous avez tout à fait le droit de demander à ce que votre salaire vous soit versé en espèces. Les particuliers peuvent payer les professionnels en espèces jusqu'à une somme de 3 000 €. La même somme de 3 000 €, le même plafond, peut se faire pour les paiements entre les professionnels. Donc voilà, déjà, si on privilégie les espèces de façon générale dans nos paiements, ça permet d'imposer aux banques de disposer du cash nécessaire pour approvisionner les acteurs économiques qui souhaitent utiliser les espèces. Et pourquoi c'est important ? Parce que lorsque vous lisez sur votre relevé de compte que vous êtes créditeur de par exemple la somme de 1 000 €, cela signifie que votre banquier vous doit cette somme, non qu'il la possède réellement. Et c'est là où c'est intéressant parce que si la plupart des gens retiraient leur argent en liquide de leur compte, comme leur agence bancaire ne possède en vérité pas du tout la somme correspondant à l'ensemble des dépôts dans son agence, elle va devoir se réapprovisionner constamment pour pouvoir soutenir les flux. Il y a une demande de liquide, elle est obligée de se réapprovisionner. Or, on sait que les banques sont très fragiles actuellement. Elles doivent disposer de 10% de réserves fractionnaires par rapport à leurs actifs. Donc, ce sont des fonds propres qui sont contestables d'ailleurs. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est déjà très contestable la façon dont c'est calculé. Mais toujours est-il que si on la fragilise, on la fait courir vers la faillite. Et notre objectif, très clairement, c'est de faire en sorte que le système bancaire parte à la faillite. Je sais qu'on nous fait peur à chaque fois avec l'idée que si le système bancaire se met en faillite,
c'est l'économie réelle qui est terrassée, oui, ça nous fera pas du bien. Cependant, il y a un moment où il faut savoir assainir. Le système financier, ça n'est que du fictif, hein, c'est du virtuel. L'économie réelle, elle peut s'en sortir, surtout si on nationalise les banques, qu'on interdit la plupart des produits pourris et des produits spéculatifs et qu'on met l'argent au service réellement de l'économie et non plus au service d'une finance qui est totalement folle. Il faut tuer les banques, très clairement, il faut les mettre en faillite. Et dans ce cadre, un bank run, c'est une nécessité. Donc moi j'encourage tout le monde à laisser sur les comptes bancaires juste ce qu'il faut pour que les prélèvements et virements automatiques puissent passer, et tout le reste, le sortir directement en liquide à chaque fois. Ne rien laisser aussi sur vos comptes épargne. De toute façon, le taux d'inflation est largement supérieur au taux d'intérêt de votre épargne. Votre épargne sera bien mieux utilisée si elle part dans l'économie réelle, c'est-à-dire soit des investissements directement dans le foncier, l'immobilier ou les métaux précieux, ou tout simplement pour financer des projets. Mais quoi qu'il arrive, ne laissez pas votre épargne en banque, il faut les fatiguer. L'apothéose de la révolte monétaire, c'est que l'on peut battre monnaie. Alors je vous avais expliqué un petit peu plus tôt que l'article 122.7 du Code pénal sur l'état de nécessité, on pourrait avoir à un moment ou à un autre la possibilité de s'en prévaloir. Imaginons que la révolte monétaire sur les billets devient suffisamment visible dans l'économie réelle, puisque comme nous séquestrons la monnaie papier dans l'économie réelle, forcément la masse monétaire en francs finit par enfler, jusqu'à atteindre un seuil critique où elle devient visible. La bonne blague, c'est d'imaginer Jean-François Copé, fripouille, parmi les fripouilles, payer son pain au chocolat avec un billet de 5 francs. Bon voilà, cette révolte monétaire est visible, et tout à l'heure je ne vous ai pas vraiment parlé de quelles devraient être les revendications associées à notre insurrection, et moi je vais donner celles qui me semblent les plus simples et les plus sûres. 1. Nous devons sortir de l'Union européenne et de l'euro au plus vite. 2. Nous devons sortir de l'OTAN. 3. Nous devons exiger que le gouvernement soit limogé et que l'on puisse imposer un gouvernement de techniciens. Donc ça aussi c'est un autre projet que j'aimerais mener à un moment ou à un autre. C'est que quelqu'un là aussi crée un site internet pour créer notre gouvernement, c'est-à-dire qu'on voterait pour des personnalités qui nous intéresseraient à différents postes, de telle façon à avoir une sorte de référendum à partir de ce site internet pour créer notre gouvernement idéal. Et que l'Assemblée nationale soit dissoute. Voilà, ce sont des exigences qui assainiraient considérablement la République en éjectant les fripouilles et en nous sortant des traités qui sont en train de nous assassiner tant économiquement que démocratiquement. Donc nous avons une révolte monétaire qui marche bien, elle est visible, nos politiciens s'en émeuvent, mais ne veulent absolument pas répondre à nos revendications, donc on va aller plus loin. Il est possible de battre monnaie, vous disais-je. Qu'est-ce que c'est qu'une pièce de monnaie ? Une pièce de monnaie, c'est un jeton qu'on appelle flanc au départ, sur lequel est frappé un signe monétaire et une valeur. Donc le flanc, c'est quand on n'a pas encore les effigies visibles. Si l'on demande à des entreprises comme Artus Bertrand ou Technomonnaie de forger des matrices avec des effigies qu'un gentil graphiste aura bien voulu dessiner pour nous, sur lesquelles il y aura marqué 1 franc, 2 francs, 5 francs, 10 francs, 20 francs, 50 francs. Ces matrices qui coûtent quelques centaines d'euros, je vous le dis tout de suite, vont permettre de battre des médailles. Les médailles, ce sont juridiquement des bijoux. Donc, on va juste marquer un chiffre numéraire, et ce qui va faire la différence avec nos euros, c'est que nos médailles, on va y faire une petite inclusion de métaux précieux, d'or ou d'argent. Une inclusion qui correspondra à peu près à 1/3 de la valeur à la revente de la médaille. Pourquoi ?
parce que entre les coûts de fabrication, les coûts de frais de port, la fiscalité et tout un tas de frais connexes, il faut considérer à peu près qu'une médaille qu'on ferait fabriquer qui vaudrait 20 euros, dont la somme, la valeur numéraire de la médaille aurait marqué 20 francs, par facilité on la vendrait 20 euros, contiendrait quelques milligrammes d'or, et par rapport au prix du cours, ça correspondrait à peu près à un tiers du prix de 20 euros, donc à peu près entre 6 et 7 euros. On ferait ça simplement pour garantir que l'on pourrait continuer la production. Parce que si évidemment on est perdant dans l'affaire en mettant 20 euros d'or dans une médaille de 20 francs, avec les frais de production, de fiscalité comme je vous disais, etc., on ne s'en sort pas. On met la clé là sous la porte tout de suite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir battre monnaie et d'avoir des pièces de monnaie qui aient une valeur réelle. Ce n'est pas des pièces en copro-nickel, ce sont des pièces qui ont une valeur pour n'importe quel commerçant. Si nous étions dans le cas d'une hyperinflation, avec les traités européens, je ne pense pas que ça puisse arriver, quand bien même nous avons un taux d'endettement public qui pourrait tout à fait nous y pousser. Mais comme la Banque centrale n'a pas le droit de prêter directement aux nations, on ne risque pas, en tout cas pour le moment, l'hyperinflation. Mais en cas d'hyperinflation, vous avez le choix, vous êtes commerçant, vous avez le choix entre une brouette de billets de banque pour vendre votre baguette et une petite piécette qui contient quelques milligrammes d'argent. Qu'est-ce que vous choisissez? La pièce qui contient de l'argent, parce qu'elle a une vraie valeur. Et inutile de vous dire que la pièce en copro-nickel, vous en foutez complètement. Elle vaut déjà beaucoup moins que la brouette de billets qui vous casse un peu les pieds. Donc c'est déjà c'est une monnaie de nécessité, c'est-à-dire qu'on la thésaurise. On ne l'injecte pas dans l'économie réelle, surtout pas, on se contente de la thésauriser. Donc on achète chaque mois quelques pièces de 1 franc, de 2 francs, de 5 francs, de 10 francs, etc. On se construit un petit capital en se disant que ça pourra un jour servir. Et comme le site internet permet de visualiser le nombre de personnes qui achètent ces pièces, on connaît le poids politique que l'on a. Parce que si par exemple, on devait arriver à par exemple 2 millions de personnes achetant des francs, vous vous rendez compte, c'est un véritable référendum. On a la garantie que les Français sont vraiment résistants au système au point d'acheter des pièces qui s'appellent francs, qui ont une vraie valeur monétaire et qu'ils peuvent injecter dans l'économie réelle au moment où bon leur semblera. Donc évidemment, c'est à l'association de dire à quel moment il faudra le faire. Si nos dirigeants refusent nos revendications et qu'on a un certain poids politique parce qu'on a beaucoup de détenteurs de francs, on est dans la capacité de dire, eh bien, puisque vous ne voulez pas jouer le jeu, nous reprenons totalement le contrôle de notre monnaie à minima fiduciaire et nous sortons de l'euro dans les faits. Nous avons désormais des pièces qui nous permettent de concurrencer l'euro très largement parce que ce sont des pièces qui ont une vraie valeur. Alors, certains me diront, oui, mais comme dans tes pièces, il y a quand même 3 fois moins d'or ou d'argent qu'au prix du cours, c'est pas intéressant. En fait, si. Parce que j'ai pas fait un petit cours de finance, d'autant qu'il y a bien meilleur spécialiste que moi, mais vous savez que la finance se crache cycliquement et que pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité financière, on sait que les bulles actuellement qui gonflent, notamment aux États-Unis, ce sont les prêts étudiants. Nous avons aussi la bulle du gaz de schiste, nous avons toujours le problème de l'immobilier qui n'est pas du tout réglé en vérité. Nous avons une probable bulle sur Apple qui finira par péter. Et le dollar et le yen sont aussi des devises qui sont mortes. À proprement parler, là, elles sont en état de survie parce qu'ils essayent de les faire tenir. Mais le yen risque de se cracher.
et la géopolitique actuelle avec l'affaire de l'Ukraine fait que la Russie et une bonne partie de l'Asie sont en train de chercher à se désolidariser du dollar. Donc voilà, on peut se dire que ça risque de secouer à nouveau sur les places financières à un moment ou à un autre. Et dans ces cas-là, les spéculateurs apprécient de se réfugier sur les métaux précieux. Et qu'est-ce que ça provoque? Une hausse des cours. Hausse des cours qui est particulièrement marquée, d'autant que ces derniers ont tendance à acheter ce qu'on appelle des ETF, c'est-à-dire des papiers qui valent une certaine quantité d'or ou d'argent. Et on sait qu'il y a 100 fois plus d'ETF que d'or physique, d'or réel, sur lesquels les ETF sont adossés. Donc ça veut dire que si vous avez 100 fois plus d'ETF, très concrètement, si jamais il y a une flambée des cours et que les investisseurs veulent récupérer leur or physique directement, échanger leur papier contre de l'or physique, il y en a un qui va obtenir son lago et 99 autres qui vont être sur le carreau, puisqu'il y a tout simplement une pénurie d'or. Ce qui va faire monter encore plus les cours. Et faut savoir que lorsqu'il y a un krach financier, en général, les ETF, c'est pas du tout ce qui est réellement recherché. On veut vraiment du solide, hein. On veut vraiment se garantir de pouvoir transporter nos capitaux avec quelque chose de sûr, tel que l'or ou l'argent. Il y a aussi d'autres produits, mais l'or ou l'argent resteront toujours des valeurs sûres. Donc dans ce cadre, quand nous avons des cours qui explosent vers le haut, du fait d'un krach financier, eh bien, votre pièce qui contenait, 6 ou 7 euros d'or, hein, votre pièce de 20 francs qui contenait 6 ou 7 euros d'or, dans le cadre d'une hausse des cours explosive, peut, du jour au lendemain, valoir 30 ou 40 euros. Hein, parce qu'elle contient simplement une quantité d'or et les cours ont augmenté. Donc il ne faut pas non plus craindre le côté... il ne faut pas être embêté à l'idée de se dire on n'a pas beaucoup d'or dans la pièce. Enfin, dernier détail qui est quand même intéressant, c'est que acheter un demi-Napoléon, qui est la plus petite pièce qui pèse presque 3 grammes d'or, au prix du cours, c'est de toute façon plus de 100 euros à dépenser. Tout le monde n'a pas la capacité de placer 100 euros directement dans de l'or. Quand on va acheter pour 10 ou 20 euros de pièces chaque mois contenant un peu de métaux précieux, ma foi, on a quand même une facilité de pouvoir investir tranquillement dans de l'or. Donc voilà, il y a ça. Je rappelle quand même que tout ça rentre dans le cadre d'une révolte monétaire et que si l'on thésaurise des pièces qui ont une valeur réelle, c'est pour pouvoir se prévaloir de l'état de nécessité à un moment où il s'agirait d'injecter dans l'économie réelle ces pièces parce que nous serions suffisamment forts et nombreux pour faire un poids politique. C'est-à-dire que si on est plusieurs millions à injecter nos francs dans l'économie réelle, un juge ne pourrait pas faire autrement que d'accepter l'idée que c'est bien une résistance à l'oppression. Ça n'est pas du tout 2-3 pèlerins qui ont décidé d'injecter leur propre monnaie dans l'économie réelle. Non, là, ce sont des millions de gens. Je vous ai évoqué tout à l'heure l'idée d'écrire en masse au procureur de la République pour dénoncer les crimes de nos fripouilles qui sont actuellement au pouvoir. Cette même idée peut être reprise pour d'autres institutions. Alors je ne vais pas toutes les citer, mais il y a les ministères, il y a la Banque de France, il y a évidemment les magistrats, et il y en a une qui va servir d'exemple à cette partie de la conférence, qui est la présidence de la République. Le portail internet de l'Élysée nous permet d'apprendre que tous les jours, le président de la République reçoit entre 1500 et 2000 lettres ou courriels de personnes qui attendent en retour une réponse rapide et personnalisée à leurs requêtes, leurs témoignages ou leurs réflexions. Donc voilà, nous avons déjà un objectif à dépasser, 1500 à 2000 lettres ou courriels. À l'ère numérique, je suis à peu près persuadé que c'est plus de la moitié de ces courriers qui sont en vérité des courriels. Quand bien même ça ne représenterait que 500 courriels et tout le reste en courrier physique,
ce qui est intéressant à imaginer, c'est que si nous disposions d'un site internet pour que des gens puissent proposer leur courrier à la présidence de la République, qu'il y ait un vote sur ces courriers, et que lorsque un courrier est voté, il soit plébiscité, il est mis en téléchargement libre, c'est un dossier PDF à télécharger, imprimé, on le met sous enveloppe, que l'on n'affranchira pas parce que écrire à la présidence de la République est libre d'affranchissement, c'est l'une de ses particularités, et on se concerte sur la même date d'envoi, de telle façon à ce que tous les courriers arrivent en même temps à la présidence de la République. Et si nous sommes 30 000, 40 000 ou 50 000 personnes à jouer le jeu, imaginez tout bêtement un gros camion qui rentrerait chaque jour à l'Élysée pour livrer le courrier. La Poste a une obligation de livrer le courrier. C'est autre chose que le courriel qu'on reçoit. Si l'Élysée spammait de courriel, les fonctionnaires qui travaillent au service du courrier vont se contenter d'appuyer sur la petite icône de la corbeille et puis basta. Mais là, si on leur dépose des quantités de sacs postaux dans leur bureau et qu'ils ne savent plus où les poser, ils vont sentir quand même qu'il y a un gros problème. Que là, nous avons les prémices d'une révolte sociale, d'un malaise social qui est évident. Et les RG vont s'en inquiéter, vont s'en émouvoir. Le président de la République ne pourra pas ignorer ce qui sera dit dans les courriers. Donc, la révolte, moi c'est ce que j'appelle les courriers de la révolte, c'est la façon la plus simple et la moins chère et la plus rapide de faire entendre notre autorité aux institutions et en particulier à la présidence de la République. Et il y a quelque chose qui me semble très important lorsqu'on écrit un courrier au président de la République, c'est d'exprimer sa souveraineté, c'est faire part de ses exigences. Nous devons toujours garder à l'esprit que nous sommes un peuple souverain. C'est vraiment essentiel, l'avoir dans chaque fibre de son être, se dire « je suis souverain » avec des millions d'autres personnes. Pourquoi ? Parce que lorsque nos décideurs reçoivent un courrier qui leur demande gentiment de bien vouloir répondre à l'une de nos sollicitations, finalement on continue de les placer en tant que décideurs ou arbitres. Et ils en retirent une certaine satisfaction, une certaine impression d'être importants. Il faut casser ce sentiment d'importance. Il faut leur rappeler qu'ils ne sont pas souverains. Je vous rappelle que l'article 3 de la Constitution dispose que nul ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté si ce n'est le peuple entièrement. Et nous devons donc, nous, en tant que chaque partie du peuple, démontrer notre souveraineté collective dans la tonalité de notre lettre. Alors ça ne veut pas dire sombrer dans l'insulte, évidemment, ça veut dire simplement être un petit peu impérieux dans son courrier. Il faut être autoritaire. C'est une façon de déstabiliser, donc, clairement, le président de la République, pour le coup. Alors, pourquoi privilégier le courrier physique ? Donc, tout bêtement, je vous l'avais expliqué, parce que le spam de courrier physique est forcément visible réellement, que ce soit en quantité ou en poids. On ne peut pas ignorer des dizaines et des dizaines de sacs postaux qui viennent s'accumuler dans des bureaux. Autre chose, l'enveloppe est elle-même un excellent support pour délivrer un message, notamment aux salariés de la Poste. Enfin, on peut être sûr qu'à minima, il y aura quelques lettres qui seront lues et on peut être sûr que voilà, notre courrier ne sera pas ignoré. Nous allons maintenant aborder la stratégie de l'envahissement, qui va en faire bondir plus d'un, je n'en doute même pas. Pour introduire cet outil, je vais faire une analogie avec un autre cas que notre pays, qui est la Chine. La Chine compte officiellement 8 partis politiques, mais tous sont sous supervision du Parti communiste chinois. En France, nous avons 2 partis uniques qui se partagent le pouvoir successivement en étroite collaboration avec des partis d'extrême droite, d'extrême gauche ou du centre, par le jeu des alliances, coalitions ou de report direct des voix à chaque élection.
Au final, les deux grands partis de gouvernement n'en forment qu'un seul si l'on considère que l'idéologie économique européenne est parfaitement partagée de chaque côté. Cependant, le PS se démarque de l'UMP du fait de sa démocratie interne, puisque les adhérents peuvent forger et voter les programmes que l'on va appeler des motions, et décider de l'investiture de leurs représentants pour les élections, qu'elles soient nationales ou communales ou simplement territoriales. La stratégie d'envahissement se contente d'acter le fonctionnement de la vie politique française et plutôt que de s'y opposer, propose l'invasion populaire du Parti socialiste à seule fin de renverser ses dirigeants et l'idéologie dominante par le nombre. Alors je sais que beaucoup vont bondir, mais soyons rationnels. Apprécions d'abord les chiffres. Wikipédia nous informe que le nombre d'adhérents officiels du Parti socialiste, c'est presque 173 500 adhérents. En vérité, si on s'intéresse au nombre de militants entre guillemets réels, c'est 85 150. Ce chiffre, je le sors en fait du nombre de personnes adhérentes au Parti socialiste qui ont voté pour l'une des motions au sein du Parti socialiste durant les primaires, avant les élections présidentielles. Donc là, c'était les gens qui étaient impliqués. Il faut voir que parmi tous ces adhérents, le nombre d'élus, c'est plus de 13 000, tout mandat confondu. Ce qui signifie qu'on a un ratio d'élus par militant qui est de 1 élu pour environ 6,5 militants. Ça signifie donc que si vous rentrez avec 6 ou 7 copains au Parti socialiste, au bout de 2 ou 3 ans, vous pouvez être sûr que l'un d'entre vous allait obtenir un mandat. Et vous savez comment ça marche au Parti socialiste, c'est clairement le parti des copains. Vous avez un mandat au conseil général ou à la mairie, vous invitez vos amis, votre famille, vos salariés à adhérer au Parti socialiste de telle façon à ce qu'ils votent votre investiture et en contrepartie, vous leur permettez d'obtenir quelques avancées professionnelles, d'intégrer la territoriale. Bon, vous connaissez aussi bien que moi le phénomène, il est particulièrement exacerbé dans le nord de la France et à Marseille, mais c'est à peu près partout pareil en vérité. Ce qui est très intéressant à comprendre, c'est que avoir le droit de voter au Parti socialiste, c'est 6 mois d'adhésion, et avoir le droit à l'investiture, c'est 3 ans d'adhésion. En vérité, ça peut se faire bien avant ça, surtout si on l'envahit réellement. Parce que l'idée de départ, c'est pas de dire quittez votre parti politique, vous êtes adhérent ou sympathisant de l'Union populaire républicaine, vous êtes sympathisant du MPEP, vous êtes sympathisant du Front de gauche, vous êtes sympathisant du Front national, de Debout la République, peu importe. Restez adhérent à ces partis politiques, ce sont vos choix personnels. Mais si vous vous adhérez en même temps au Parti socialiste, là l'idée c'est de se dire on va rédiger notre programme, on va choisir nos représentants, et tiens, tant qu'à faire, puisqu'on parle beaucoup de constituantes, on va en profiter aussi pour rédiger une constituante. Le Parti socialiste est totalement décentralisé. Il faut bien voir que c'est organisé en sections locales. Les sections locales, c'est, que je me rappelle un petit peu, c'est un minimum de 5 personnes. Donc vous allez en trouver dans des entreprises publiques, dans des grosses entreprises privées, vous allez en trouver dans chaque ville de France de toute façon. Le Parti socialiste, c'est une association qui est réellement décentralisée à mort. Et en cela, c'est un très bon outil parce que si l'on veut rédiger un programme tous ensemble, un programme d'assainissement, eh bien, ça va se discuter dans chaque section locale et ça va remonter à chaque fois dans chacune des sections pour que tout le monde approuve les propositions jusqu'à ce qu'on finisse par être tous d'accord. Et si l'on est nombreux, eh ben, on pourra faire accepter notre programme, notre constitution et les dirigeants que l'on souhaite. On va évaluer un petit peu combien nous sommes. D'abord, si l'on additionne les voix du Front National, du Front de Gauche et de Debout la République et des autres mouvances politiques plutôt réfractaires aux traités européens et au modèle économique subi jusque-là, nous sommes plus de 13 millions de Français plus ou moins engagés politiquement sur ces sujets. 13 millions, c'est pas un petit chiffre.
Maintenant, si l'on considère les vues YouTube ou le nombre de j'aime sur Facebook, s'agissant des notoriétés politiques ou économiques plus pointues techniquement sur ces questions, nous pouvons tabler sur un chiffre de plus de 30 000 personnes ayant une excellente culture institutionnelle et économique. Enfin, maintenant, si l'on considère les réseaux plus activistes sur les mêmes sujets, malheureusement, nous sommes que quelques dizaines, allez, tout au plus quelques centaines de réels activistes sur ces questions. C'est là où nous devons viser un objectif clair, c'est que tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui en ont marre du système, qui sont un peu éparpillés politiquement dans des partis qui sont plus ou moins sulfureux, ou qui simplement se contentent de dire il faut récupérer notre souveraineté pleine et entière, point barre, il faut que ces gens comprennent qu'il faut se fédérer à travers un même organisme. Et le Parti Socialiste, après tout, c'est la matrice. Vous pouvez penser au film Matrix. Il faut rentrer dans la matrice pour pouvoir changer le système. Bon, voilà, rentrons dans la matrice, rentrons dans le parti unique et utilisons-le. Nous avons comme objectif à atteindre 1000 adhérents nouveaux et bien éduqués politiquement. Vous pouvez vous dire qu'ils feront clairement bouger les lignes dans les sections, puisque ces envahisseurs-là vont discuter évidemment avec les anciens, vont leur expliquer un petit peu des questions de traité qu'ils ne connaissent pas, des questions constitutionnelles, des questions monétaires. Voilà, la plupart des socialistes, je suis navré de le dire, mais ne sont pas très éduqués sur ces questions. Donc c'est aux gens réellement éduqués de venir faire de la pédagogie au sein du Parti Socialiste. Et vous pouvez être sûr qu'il y aura au minimum un tiers des anciens socialistes qui vont se montrer très intéressés. Si vous êtes charismatique et enthousiaste pour faire de la pédagogie sur ces questions-là, je peux vous assurer que vous allez être écouté. Si nous atteignons le chiffre maintenant de 10 000 adhérents nouveaux, d'envahisseurs, très clairement, on va déstabiliser la direction du Parti Socialiste ainsi que toute l'idéologie véhiculée par ce parti. 10 000 adhérents, ça fait déjà réellement bouger les lignes, ça secoue le cocotier très violemment. Et si nous devions être entre 30 000 et 50 000 adhérents, je vous rappelle que c'est 85 000 adhérents qui ont voté pour les primaires, entre 30 000 et 50 000 adhérents, là on évince complètement les responsables du PS les plus connus et on peut imposer au président de la République un gouvernement de transition et un programme. Donc c'est finalement pas si difficile, on est suffisamment nombreux. Je rappelle que sur les réseaux sociaux, nous sommes des dizaines de milliers à nous chamailler sur des tas de questions liées au traité européen. On est tous d'accord là-dessus, ça ne va pas, il faut en sortir. Simplement, comme on est divisé à travers différentes officines politiques, on n'est pas capable de se fédérer en considérant que ce qui est important, c'est pas d'être de gauche ou de droite, c'est simplement de se dire que notre bien collectif, c'est la République française. C'est ça que l'on doit protéger, c'est le bien commun. Et quand on fait de la politique, il me semble que c'est pas faire... on n'est pas censé défendre des idéaux pour le peuple de gauche ou le peuple de droite, ça c'est des foutaises. Quand on est investi dans la politique, c'est parce qu'on croit très fermement, enfin en tout cas il me semble, moi c'est en tout cas mon engagement, pour le peuple tout entier, en étant complètement indifférent aux sympathies partisanes de chacun. Ce qui nous intéresse, c'est le bien commun. Donc, comme le PS fonctionne au travers de sections, c'est vraiment facile de l'envahir ou de monter sa propre section directement et de tout refaire. Nous sommes assez nombreux. Dernier outil que nous allons évoquer, c'est la presse alternative. On va faire un petit rappel historique. À la veille de la Révolution française, moins d'une soixantaine de publications paraissent en France. Ce sont généralement des gazettes que s'échangent les bourgeois, des documents manuscrits de quelques pages, pour se tenir un peu au courant des nouvelles de l'Europe, entre autres, ou des avancées des sciences, des arts, etc. Et entre 1789 et 1799, ce sont plus de 1300 organes de presse qui vont apparaître. Donc c'est une explosion de la presse. C'est la presse
n'a même pas seulement accompagné la Révolution française, elle a carrément été son moteur. Une autre révolution bien connue a été clairement accompagnée par la presse, c'est la révolution bolchevique en Russie, qui a commencé par la création et la distribution de journaux par les ouvriers russes. Et Lénine, depuis l'étranger, éditait l'Iskra, l'étincelle en russe, qui était distribuée par des ouvriers. Donc voilà, la révolution communiste, elle part de là. C'est la presse qui va l'initier. C'est donc un outil crucial à développer pour toute personne souhaitant lutter contre l'oppression, puisqu'il est évident que si l'on veut créer des nouveaux dissidents, enfin des nouveaux résistants au système, il faut bien informer la population de telle façon à ce qu'elle ne se laisse plus berner par la propagande télévisuelle. Et le bon format pour informer massivement, c'est absolument pas le format internet, contrairement à ce qu'on peut entendre régulièrement, c'est le papier. Alors, je vais préciser tout de suite pourquoi. À l'ère d'Internet, nombre de gens sont persuadés que la révolution sera numérique. C'est pourtant ignorer les difficultés suivantes. Tout d'abord, les Français n'utilisent pas tous massivement Internet. Et il faut bien voir que plus on est âgé, moins on va utiliser Internet. La plupart des gens qui vont utiliser Internet sans distinction d'âge sont plutôt dans une utilisation qui est récréative ou alors pour aller sur des sites marchands, mais très rarement pour aller chercher des informations très spécifiques. L'accès à une information spécialisée nécessite donc une recherche active de l'internaute, et c'est pas parce qu'on va chercher une information précise sur Google que l'on va tomber pour autant sur un média alternatif qui va nous réinformer un peu, puisqu'en général on va d'abord tomber sur les articles des grands journaux. Enfin, le régime en place peut quand même couper du jour au lendemain l'accès à Internet et pratiquer la censure sans vergogne. D'ailleurs, c'est un petit peu dans les tuyaux en ce moment, cette histoire de censure. Vous savez que Dieudonné, et je ne cherche pas à défendre le bonhomme, mais moi je défends simplement la liberté d'expression, se voit censuré constamment au niveau de YouTube. Valls voudrait faciliter la censure sur les réseaux sociaux et en particulier Twitter. Nous avons le CSA qui voudrait aussi être un organisme de censure au niveau des canaux Internet. Donc c'est dans les tuyaux, on y vient petit à petit. Donc Internet n'est pas le format de réinformation massive des Français. Et je dirais simplement d'abord parce que, encore une fois, c'est une question de démarche active que d'aller chercher de l'information sur Internet, contrairement au format papier qui est une démarche passive. Quand vous avez un papier entre les mains que l'on vous a donné, qu'on vous a distribué, vous n'avez rien d'autre à faire qu'à le lire. Vous n'avez pas demandé à avoir ce papier, on vous l'a posé entre les mains, vous avez la gentillesse de l'acheter pour quelques euros, et voilà, vous avez accès à une information qui a été déjà choisie pour vous. Alors, comment monter un journal dans ce cas-là ? D'abord, avant même de penser à monter un journal, je dirais qu'il vaut mieux rejoindre déjà ceux qui sont existants et les soutenir. Je vais vous en citer 3. D'abord, je vais faire la promotion du journal que nous avons sorti, quelques camarades et moi-même, qui s'appelle Poil à gratter. Nous sommes une association. Notre démarche, c'est de faire une agora à terme. Et nous aimerions nous baser, si nous avions vraiment beaucoup de soutien, sur le principe des journaux gratuits. Ça demande d'avoir des commerçants qui nous soutiennent très clairement en achetant des espaces publicitaires. Bon, vous pouvez adhérer à notre association et recevoir Poil à gratter, c'est une façon de nous soutenir. On cherche aussi des colporteurs, on cherche du monde pour nous aider. Voilà. Alors ensuite, en autres journaux qui sont intéressants à soutenir, il y en a 2 autres. Il y a l'Audible, qui comme Poil à gratter d'ailleurs est vendu contre libre participation pour le moment. Et l'autre, entre Poil à gratter et l'Audible, c'est que nos 2 journaux ne se revendiquent absolument pas de gauche ou de droite. On ne cherche pas à diviser notre lectorat sur ce genre de clivage-là. On s'intéresse juste à donner des informations qui sont factuelles.
Enfin, un autre journal qui lui est plus connoté à gauche, mais qui pour moi est tellement bon et sérieux et qui est quand même l'œuvre d'un gars que j'apprécie beaucoup qui s'appelle François Ruffin, je crois. Enfin voilà, c'est un excellent journaliste. Il s'appelle Fakir. Fakir, c'est aussi un organe de presse qui, lui, n'est pas à tarification libre, mais qui a besoin de soutien. C'est aussi une association. Donc voilà, soutenez ces journaux déjà. Soutenez-les. Maintenant, si vous voulez monter vous-même votre journal, la première personne que vous allez devoir trouver, c'est un infographiste, très clairement. Sans infographiste, pas de journal, parce que c'est l'infographiste qui va monter la maquette et la charte graphique, qui va faire l'identité de votre journal. Et si vous n'avez pas des compétences nécessaires en infographie, inutile de vous dire que sans infographiste, vous n'y arriverez à rien. Après, il faudra évidemment trouver des rédacteurs. Bon, ça, c'est pas trop compliqué parce qu'il suffit d'aller dans un blogosphère spécialisé, vous piochez les articles qui vous intéressent le plus, vous demandez gentiment l'autorisation au rédacteur d'un article qui vous a tapé dans l'œil et vous verrez qui va vous dire oui. Donc après, vous pouvez trouver vos propres rédacteurs, vous pouvez vous-même être rédacteur, mais dites-vous que le contenu, il y en a déjà pas mal sur Internet, il suffit de chercher et c'est un échange de bons procédés que de dire écoute, laisse-moi publier ton article et moi je laisse un lien vers ton blog ou ton site Internet. En général, l'auteur est très content en vérité. Ensuite, troisièmement, va falloir faire un appel aux dons pour pouvoir capitaliser le projet. Donc je vous suggère de passer d'abord par vos réseaux politiques qui prendront connaissance de votre projet. Il faut savoir à peu près que pour un journal qui va faire entre 500 et 1000 numéros, je vous conseille de vous arrêter à 500 pour le tout premier tirage parce que distribuer 500 numéros, croyez-moi d'expérience, il faut déjà en passer du temps avant d'y arriver. Le budget à prévoir, tout frais compris, y compris les frais administratifs, c'est 1500 €. Voilà, avec 1500 €, vous êtes sûr de pouvoir sortir le premier journal et si vous en sortez bien et que vous veillez à obtenir des ventes qui soient correctes, que vous distribuez tout, vous pourrez à chaque fois relancer la production. Si vous souhaitez réserver la marque de votre journal, il faudra vous adresser à l'INPI qui va vous demander un petit peu de sous. Il y a par contre une démarche administrative qui est obligatoire. L'INPI, c'est pas obligatoire. Par contre, la démarche administrative qui est obligatoire, c'est d'envoyer un exemplaire de votre journal à la Bibliothèque nationale de France qui va vous délivrer un numéro ISSN. Ça va vous permettre notamment de faciliter l'octroi de certaines subventions, notamment pour les frais postaux. Surtout quand vous allez commencer à débiter de ce point de vue-là, si vous avez beaucoup d'adhérents. Voilà, ça c'est une démarche obligatoire et évidemment je vous suggère de vous monter en association. Bon, c'est quelques démarches administratives mais ça se fait assez vite. Et évidemment, une fois que votre journal est imprimé, va falloir le colporter directement. Donc il va vous falloir vous trouver quelques soutiens au niveau du colportage. Nous, on a choisi l'option libre participation. Je peux vous donner un chiffre, c'est qu'en moyenne, nous allons faire, en fonction des journées, entre 1,20 € et 2 € de recettes par journal. Donc la moyenne, dites-vous que c'est 1,50 €, 1,60 € récolté. Donc calculez bien le coût du numéro, une fois que vous avez tout payé, de telle façon à rentrer dans vos frais. Et évidemment, il faudra s'assurer de la survie économique du journal, notamment via les abonnements et si vous le pouvez, par un peu de publicité. Et là, d'expérience, je peux vous dire que ça n'est pas du tout facile que de trouver des commerçants qui accepteront de vous soutenir. Alors, quand vous faites un journal, moi je ne peux que vous suggérer, si vous souhaitez réellement réinformer la population de telle façon à ne pas la diviser dans votre traitement éditorial, c'est de bannir en premier lieu les sujets sociétaux, type mariage gay, peine de mort ou encore qu'est-ce qu'on peut avoir dans les sujets sociétaux, l'avortement, enfin voilà. Ce genre de sujets-là sont propres à diviser les gens parce que forcément on va avoir un avis subjectif par rapport à tout ça et quand bien même on y apporterait beaucoup de soins pour le présenter, c'est-à-dire l'étayer avec des chiffres, des informations de qualité, des textes de loi, y compris de la contradiction.
c'est s'adresser à la sensibilité des gens en fonction de leurs opinions partisanes, c'est-à-dire le bon vieux clivage gauche-droite. Donc à bannir autant que possible, d'autant que les médias traditionnels se chargent très bien de les agiter, ces sujets sociétaux. Quand vous faites un journal alternatif, c'est quand même pour vous opposer un peu au système médiatique actuel, donc autant verser dans le qualitatif et veiller à ce que les textes soient correctement sourcés et ne soient pas des banals articles d'opinion. Vous pouvez aussi favoriser la pédagogie par l'humour, le dessin de presse et tenez toujours compte des connaissances moyennes du lectorat sur des sujets qui peuvent être souvent très techniques. Et évidemment, votre lectorat n'aura pas forcément toutes les connaissances nécessaires sur la création monétaire, par exemple. Donc, allez-y doucement. Enfin, je vous suggère de faire interagir le lectorat avec votre journal afin de susciter une véritable adhésion à votre journal. Il faut entendre les critiques, il faut publier des lettres ouvertes, laisser votre lectorat proposer ses propres articles. Bref, soyez interactifs. Où distribuer votre journal maintenant ? Les lieux les plus pertinents pour distribuer un journal sont d'abord les stations de transport en commun, les grandes places. Nous, Poil à gratter, on le distribue dans des grandes places, des pelouses où les gens ont l'habitude de s'asseoir parce que c'est plus facile de présenter le projet à des gens qui sont assis que des gens qui sont en train de galoper dans la rue et qui n'ont pas vraiment de temps à vous accorder. Il y a aussi les universités, les sorties d'usines, les antennes syndicales et politiques, les associations de quartier ou spécialisées, les cafés et restaurants, les petits commerçants de quartier, les salles de conférences, les boîtes aux lettres, etc. etc. Bref, choisissez soigneusement. Il y a tout un tas de spots de distribution qui sont pertinents, surtout quand on veut informer massivement. Nous allons terminer cette conférence par un bref regard sur la psychologie des élites. Et je voudrais citer Étienne de la Boétie qui, dans son discours de la servitude volontaire, écrivait ceci : « Pour ce coup, je ne voudrois sinon entendre comme il se peut faire que tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations endurent quelquefois un tyran seul, qui n'a puissance que celle qui lui donne, qui n'a pouvoir de leur nuire, sinon tant qu'ils ont vouloir de l'endurer. » Ce type-là avait tout compris. Comment se fait-il qu'un peuple tout entier peut être sous le joug d'un tyran ? C'est quelque chose qui est fascinant. Comment, collectivement, alors que nous avons toute la force démographique, très clairement, comment se fait-il que nous pouvons être sous le joug d'un tyran ? Ça n'est pas normal. Il faut bien voir que nos élites ont la trouille. On l'a vu plus haut, elles ont une fâcheuse tendance à nous trahir, que ce soit en votant des traités qui sont iniques, en violant l'esprit des référendums ou alors en nous trahissant directement, en jouant de l'intelligence avec une puissance étrangère. Elles savent qu'elles nous trahissent, elles en sont conscientes. Et elles en sont tellement conscientes qu'on les voit se déplacer constamment avec une orgie de garde du corps autour d'elles, ce qui signifie quand même qu'elles sont un petit peu inquiètes. Elles se disent bien qu'il y aura un moment ou un autre quelqu'un qui pètera les plombs dans la population et qui pourra tenter de les tuer. Elles répriment constamment les manifestations et elles se tiennent à distance de leur population. Donc prenez bien conscience que les élites sont conscientes que le peuple est sérieusement agacé d'être constamment opprimé économiquement à minima, parce que la plupart des gens ne se rendent pas compte que nous ne sommes pas en démocratie ou que les traités sont en train de détruire notre bien collectif qui est la République française. Mais en tout cas, ils se rendent compte qu'ils ont de plus en plus de mal à payer leurs factures. Et ça, quand on veut faire de l'austérité, c'est quelque chose qui forcément passe très très mal. Les élites sont inquiètes. Ce sont des grands inquiets et démographiquement, nous sommes en force et elles le savent. En outre, nos élites ont leur propre maître. La plupart de nos dirigeants sont eux-mêmes les serviteurs zélés d'intérêts économiques, religieux ou de puissances étrangères, généralement pour des raisons purement pratiques. La carrière, le niveau de vie, le pouvoir.
et parfois idéologiques, alors comme l'adhésion au mondialisme, au sionisme, au libéralisme, à l'européisme, à l'atlantisme, que sais-je. Voilà, nous savons très bien que nos dirigeants sont souvent quelque peu idéologisés, mais ce qui les intéresse, c'est surtout une bonne carrière de politicien. Alors qu'il me semble que faire de la politique, c'est pas un métier, c'est un mandat qui est censé, en démocratie, qui devrait être révocable et limité dans le temps. Non, il y en a qui veulent faire carrière avec ça et qui sont prêts à se prostituer littéralement à d'autres intérêts que ceux du peuple pour réussir leur carrière. Voilà pourquoi l'argent corrompt. Hein. Quand vous avez des grands actionnaires qui détiennent les médias, c'est eux qui choisissent qui ils veulent placer. Hein, ces mêmes actionnaires qui vont être dans d'autres groupes, dans d'autres sphères d'influence et qui ont des intérêts à protéger. Nos dirigeants eux-mêmes tiennent les médias publics entre leurs mains puisqu'ils leur versent des subventions avec nos impôts. Donc forcément, les médias publics vont... les journalistes dans ces médias, en tout cas, vont avoir tendance à ne pas trop cracher dans la soupe. Il y a quelques limites sur les informations que l'on peut donner. Et puis, évidemment, je vous ai expliqué tout à l'heure que dans le cadre de l'affaire Snowden, c'est carrément des puissances étrangères qui peuvent influer méchamment sur nos politiciens. Donc, il faut comprendre que quand nos politiciens deviennent quasiment des employés d'intérêts privés ou étrangers, ils ont une attitude de larbin. Et moi, je suis navré, mais un larbin, par définition, c'est une personne à qui l'on donne des ordres et dont on punit toute tentative de rébellion. Nos dirigeants, qui sont donc de bons larbins, n'ont absolument pas les capacités intellectuelles, morales et mentales pour avoir une quelconque autorité. Et ça, il faut l'exploiter. Puisqu'ils ont une attitude de larbin, c'est qu'ils sont faibles mentalement, qui n'ont pas du tout un esprit de s'élever pour défendre l'intérêt de l'État et faire passer l'intérêt de l'État avant tout. Ils n'ont même pas cette envie de se dire je voudrais rentrer dans l'histoire avec la tête haute et qu'on retienne de moi que j'ai fait quelque chose de grand, que j'ai été le défenseur de la veuve et de l'opprimé. Non, c'est directement je veux les sous, je veux le pouvoir et je suis prêt à donner mon cul à n'importe qui pour pouvoir y arriver. Donc quand on est à cet état de niveau mental, excusez-moi, mais faut l'exploiter. Ce sont des gens qui sont très faciles à stresser à mon sens. Tout cela pour vous dire que je vous invite à sortir de l'apathie générale. Hein. J'espère que cette conférence a démontré que nous avons de nombreux outils pour nous révolter et stresser nos dirigeants jusqu'à les déstabiliser suffisamment fermement, sans avoir à entrer dans le jeu de la grève, même si j'aimerais bien qu'il y en ait une bonne grosse grève générale, j'avoue que ça me ferait vraiment plaisir, sans qu'il y ait besoin de manifestations à outrance, quand bien même je serai toujours de toutes les manifestations chaque fois que c'est possible, parce que c'est un bon moyen aussi de se faire entendre, et puis c'est une façon d'exulter. Mais voilà, au-delà de ça, on peut sortir de l'apathie générale. Nous en avons les moyens, nous avons des outils. Alors je sais que on n'a pas cessé de nous matraquer fiscalement, que à chaque fois que les Français se sont exprimés, que ce soit dans des révoltes syndicales ou simplement dans des référendums ou autre chose, on a complètement ignoré notre point de vue, et qu'à force d'ignorer notre point de vue, on se dit que finalement on n'est pas écouté et que ça ne sert à rien de s'agiter, de toute façon ils feront bien ce qu'ils voudront. Il faut sortir de cette apathie. C'est une nécessité absolue. Il faut se déverrouiller mentalement pour se dire que nous avons la main sur notre histoire. Et je vais conclure cette conférence en vous donnant 5 bonnes raisons de rejoindre la résistance. La première et la plus logique, c'est que nous sommes tout bêtement les plus nombreux. Démographiquement encore, nous sommes les plus nombreux. Et même quand on tient compte simplement du nombre de résistants en France, c'est-à-dire des gens qui sont dans une réelle opposition politique au système, nous sommes, encore une fois, les plus nombreux. Nous sommes plus nombreux que nos quelques fripouilles, qui sont tout au plus quelques centaines, en comprenant les députés et les sénateurs, à avoir la mainmise sur les appareils d'État.
c'est très facile à retourner ces gens-là. Hein. Ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, ils n'ont le pouvoir qu'on veut bien leur accorder. Deuxième bonne raison, j'espère l'avoir démontré, c'est que reprendre le pouvoir, c'est simple. Hein, il y a des outils qui sont très simples. Je vous ai expliqué que envahir le Parti socialiste ou écrire en masse à la présidence de la République, c'était déjà des choses qui étaient excessivement simples à faire. Hein. Ça représente quasiment pas d'argent à dépenser, ça représente pas vraiment de temps, ça va très très vite. Il y a d'autres outils qui sont un petit peu plus complexes, mais là aussi, moi je veux bien m'engager à développer la coordination associative de tout ça, mais j'ai besoin aussi de gens qui sont compétents pour m'aider. Et puis derrière, au-delà des compétences, il faut tout simplement des gens qui s'engagent eux-mêmes. Il faut que les résistants, quelles que soient leurs opinions partisanes, aient envie d'en découdre et s'engagent. Et voilà, nous avons des outils. Troisième bonne raison, nous sommes responsables de notre temps historique. Et là, je tiens vraiment à marteler quelque chose. Nous subissons une machine anti-France de la part de crétins identitaires, européistes ou régionalistes. Je vous dis que très clairement, j'aime pas ces gens-là. Je l'avoue, j'ai vraiment du mal avec ces gens qui ne cessent de dire que la France a été responsable de tous les maux de la terre dans son histoire et que, à ce titre, il faut démanteler la France. Bon, la France, comme tous les pays du monde, a eu ses périodes troubles, mais moi, je m'intéresse pas au passé. Je suis pas responsable de ce qui s'est passé dans d'autres temps. Ça, c'était l'histoire de nos anciens. Par contre, quand aujourd'hui, je vois qu'avec mes impôts, on va bombarder la Libye, on va financer les terroristes en Syrie, on va financer la déstabilisation de la Côte d'Ivoire et bien d'autres choses qui sont absolument horribles. Quand je vois le peuple grec qui est opprimé par la France parce que c'était la France qui avait refusé le référendum, hein, c'est pas l'Allemagne, hein, c'est la France qui avait refusé le référendum au peuple grec pour qu'il puisse sortir de l'euro et s'échapper de cette torture sociale de la Troïka. Bon, ça par contre, c'est notre temps historique. Nous, on est vivants là, on existe, on a la main dessus. Quand on sera mort, oui, les générations futures pourront dire « Ah bah ils avaient rien branlé » ou « Ils avaient fait quelque chose ». Mais là, ça ne nous concernera plus. Pour l'instant, on a la main. Tant qu'on est vivant, on a la main sur notre temps historique, on peut faire quelque chose. Il faut absolument avoir cet état d'esprit. Hein. On peut vraiment faire quelque chose. Quatrième bonne raison, il y a urgence. Mais bon Dieu, moi quand je suis entré en politique, c'était en m'intéressant à des questions de pétrole. On sait tous que nombre de matières premières, dont le pétrole en particulier, sont en voie d'épuisement, que les déprédations écologiques et sociales sont absolument titanesques, que la démographie explose. Mais c'est une urgence que de réagir. Il ne faut pas attendre qu'on soit en train de tomber dans le gouffre parce qu'il n'y aura plus rien, très clairement, pour se dire qu'est-ce qu'on fait ? Non, il faut anticiper. Pour changer tout le modèle économique et s'adapter aux contraintes de pénurie qui vont nous tomber dessus, sachez qu'il faut 10 à 15 ans minimum de planification économique pour nous réadapter. Donc il est urgent de reprendre le contrôle du système. L'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, avait rédigé dans un document que nous avions passé le pic de production de pétrole en 2006. C'est-à-dire que pour l'instant, nous sommes dans un plateau de production, mais nous n'aurons plus jamais d'augmentation de la production de pétrole. C'est terminé. Donc, à un moment, cette production va décliner. Les gisements de la mer du Nord déclinent. Les gisements des États-Unis sont sur un profond déclin. Voilà. Quand ça va être les gisements d'Arabie Saoudite qui vont décliner, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, ça va être du point de vue alimentaire, ça va être une catastrophe. Nous devons absolument récupérer les commandes au plus vite parce que nous voyons bien que les fous furieux qui sont au pouvoir sont complètement à côté de la plaque. Ils savent très bien que le libre-échange génère un gaspillage monumental de pétrole, que leur modèle économique vise à nous pousser dans nos bas instincts de consommateurs, de
exacerber notre individualisme au point de générer des déprédations environnementales absolument colossales, de nous faire gaspiller des ressources, des matières premières qui sont quand même limitées, en plus de générer une pauvreté énorme et un esclavagisme moderne dans les pays qui produisent des biens de consommation que nous ne produisons plus en France notamment, ce qui d'ailleurs génère du chômage. Il y a urgence, il faut qu'on récupère les clés de la boutique au plus vite. Enfin, je voudrais terminer par une note un petit peu plus optimiste. Nous vivons une époque formidable. Je veux dire, dans l'histoire, à quel moment nous avons eu une télévision, des radios, Internet. Internet, c'est un magnifique outil pour relier les peuples entre eux, pour leur permettre de discuter. Nous avons même une organisation institutionnelle avec l'ONU qui permet à tous les peuples du monde de discuter. Nous avons des moyens de transport rapides, nous avons les avions, nous avons des bateaux qui sont quand même relativement rapides, nous avons les trains, nous avons des véhicules motorisés. Tout cela, jusqu'à preuve du contraire, dans l'histoire de l'humanité, ça n'a jamais existé. C'est excessivement récent. Et quand on a autant d'outils que la technologie, que la science ont permis de développer, mais on se dit comment ça se fait qu'il n'y ait pas au moins un pays important dans le monde, comme la France, qui est la 5e puissance économique mondiale, qui fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a une place importante, qui dans sa mythologie est très regardée dans le monde. J'ai eu des discussions avec notamment une amie iranienne qui est dans un parti de gauche, qui me disait en Iran, chaque fois que les syndicats en France se manifestent pour une question de droit social à préserver, les Iraniens, qui sont majoritairement ouvriers, regardent avec attention ce qui va se passer. Parce que on a fait la Révolution française, parce qu'il y a eu la Commune, parce qu'il y a eu le Front populaire. Voilà, nous avons une histoire sociale en France qui est absolument mythique pour nombre de pays du monde. Et actuellement, excusez-moi, mais je ne peux pas m'en empêcher, mais les salopards qui sont à la tête de l'État sont en train de faire voir une France qui retombe dans ses travers impérialistes, qui bombarde des peuples, qui déshabille, détricote tous les acquis sociaux qu'on avait obtenus, qui n'a plus rien d'une démocratie, qui nie elle-même sa propre identité, sa propre histoire. Il faut qu'on récupère les commandes du pays parce que nous pouvons influencer le monde dans le bon sens, non pas en lui imposant nos vues, comme c'est un petit peu l'objectif avec l'Union européenne, c'est-à-dire que tantôt c'est l'Allemagne, tantôt c'est la France qui imposent leurs vues sur les autres nations d'Europe au mépris de leur diversité culturelle, politique, linguistique, économique, etc. Non, c'est pas imposer nos vues, c'est simplement tracer notre propre chemin, espérer que cela pourra influencer d'autres pays si on fait des choses intelligentes comme une constitution vraiment performante, un autre modèle économique plus respectueux des contraintes environnementales qu'il faut garder en ligne de mire, des réformes sociales d'ampleur. Voilà, ça, on peut influencer de la même façon que nous-mêmes pouvons être influencés par les autres cultures du monde sur bien des choses. Nous vivons une époque formidable, nous avons de nombreux outils pour communiquer avec le reste du monde, et à ce titre, c'est aussi une urgence de se dire qu'il faut reprendre les commandes du pays, tout simplement, pour assainir les choses et assainir aussi nos rapports avec le monde, parce que l'utopie d'un monde meilleur, ça reste un beau projet. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette conférence. J'espère qu'elle aura été instructive et surtout qu'elle vous aura donné l'envie de résister à votre tour. À bientôt.